Driss Ait Youssef, je vous ai demandé de venir parce que ce matin, dans Le Parisien, j'ai lu la déclaration du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. 10 ans après Charlie Hebdo, la menace terroriste n'a jamais été aussi présente. Alors pourquoi je vous ai demandé de venir? Parce que vous êtes non seulement docteur en droit, mais un vrai spécialiste. Ils sont assez rares en réalité, ils prolifèrent partout, mais il y en a assez peu qui suivent les menaces terroristes, notamment islamistes, et aussi les services de renseignement, comme vous. Vous êtes un vrai spécialiste des questions de sécurité. Alors, est-ce que la menace terroriste, 10 ans après le massacre de Charlie Hebdo, euh, est aussi présente que le prétend le ministre de l'Intérieur? Alors oui, la réalité, c'est que la menace n'a jamais faibli. On a connu des périodes avec beaucoup moins d'attentats, c'est vrai, mais toujours avec des tentatives d'attentats déjouées par les services de renseignement. Nous avons dans nos prisons des individus qui sont, on en a à peu près 500, qui sont des détenus condamnés pour des faits de terrorisme. On en a à peu près 60 à 70 qui sortent par an. Et à côté de ça, nous avons également en prison des détenus qui sont des détenus de droit commun, qui sont des détenus radicalisés. Et puis nous avons sur la voie publique, un peu partout, 5000 individus qui sont des individus fichés au titre de la radicalisation islamiste, qui font l'objet d'une surveillance particulière des services de renseignement. Donc cette menace, elle est toujours aussi présente 10 ans après les attentats de Charlie Hebdo. Si je lis le ministre de l'Intérieur, il y a eu 9 attentats islamistes, dont 3 ciblant les Jeux olympiques, qui ont été déjoués en France ces derniers mois. C'est Oui, vrai? oui, absolument. Après, il faut rappeler également qu'on a dans le droit pénal français une qualification qui s'appelle l'association de malfaiteurs terroristes qui permet aux services judiciaires d'appréhender des individus, même si le projet d'attentat n'est pas totalement caractérisé, mais le simple fait d'être à la fois radicalisé et de tenter d'obtenir des armes ou des éléments pouvant rentrer dans la confection effectivement d'un explosif par exemple, suffit à qualifier et à enfermer longuement ces individus. Donc oui, il y a des tentatives d'attentats qui ont été déjouées, il y a des individus dont on sait qu'ils sont des individus dangereux, qui sont sortis de prison, qui ne sont pas, qui restent des individus particulièrement dangereux pour l'ordre et la sécurité publique, pour lesquels il y a effectivement une vigilance accrue. Mais la menace, elle est toujours aussi présente. Mais dans les chiffres que vous avez donnés, c'est-à-dire d'éventuels complices favorables à aider ces auteurs d'attentats, c'est quand même assez impressionnant. Plus de 5000. On a aujourd'hui 5000 individus qui sont fichés au titre de la radicalisation, les gens disent entre 4300 et 5000, mais qui font l'objet d'une surveillance accrue des services de renseignement parce qu'il y a une vraie menace qui pèse sur ces individus. Et puis, vous avez aussi ceux qui ne sont pas connus par les services de renseignement et qui sont, on appelle ça un peu des loups solitaires, qui sont des individus qui sont un peu, qui sont pas dans les radars des services de renseignement et qui pourraient passer à l'acte à tout moment. Donc, nous avons en France des milliers d'individus, et c'est pas pour, j'ai envie de dire, faire peur à l'opinion publique, mais nous avons des individus qui posent un vrai problème d'ordre et de sécurité publique sur notre Il territoire. y a combien finalement de policiers, de gendarmes, de services de renseignement? Ça représente un potentiel d'hommes considérable qui sont chargés justement de dépister, de surveiller tous ces gens-là. Alors, nous avons à la fois des moyens humains qui sont considérables, à la fois le parquet national antiterroriste, on a un parquet qui a été musclé au lendemain des attentats du 13 novembre, hein, on a quasiment doublé le nombre de magistrats, tous ne sont pas affectés à la radicalisation islamiste, hein. Nous avons des services de renseignement qui ont effectivement musclé leurs effectifs, une DGSI qui a vu ses effectifs considérablement renforcés, qui va, elle, plutôt s'attacher à traiter le haut du spectre et le renseignement territorial plutôt le bas Faut du spectre. rappeler ce que c'est la DGSI. La direction générale de la sécurité intérieure. Vous avez également la DGSE, qui sont enfin les services extérieurs, avec une meilleure collaboration depuis 2015. Nous avons des Oui, ils se services parlent beaucoup plus qu'avant, hein. ils se parlent beaucoup plus, ils travaillent ensemble. Il y a une cellule de coordination au sein de la DGSE, au sein de la DGSI. Vous avez effectivement la communauté, ce qu'on appelle une CNRLT, la coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, qui est basée
à l'Élysée, dont le coordinateur dépend directement du président de la République et qui coordonne l'activité, Qui est qui? et qui est Mayos, qui est un préfet, hein, qui connaît bien ces sujets-là et qui coordonne les services de renseignement de sorte à mieux orienter leur travail au quotidien. Vous avez aussi le renseignement pénitentiaire, qui est un service de renseignement récent et qui lui effectivement va travailler sur les individus qui sont détenus, hein, et qui font l'objet euh, d'une surveillance particulière, que ce soit des détenus de droit commun ou encore effectivement des détenus qui sont des terroristes condamnés donc à de la prison. Donc il y a effectivement un vrai travail. Et à côté de ça, vous avez des moyens d'investigation qui ont été renforcés, c'est-à-dire des moyens techniques pour les services de renseignement, les services de sécurité intérieure, qui leur permet de remonter beaucoup d'informations. Et puis après, vous avez ce qui arrive de l'extérieur, parce qu'on a aussi une collaboration avec des pays à la fois européens et d'autres pays euh, qui nous permettent de remonter de l'information et de savoir qui est qui et qui fait quoi. Parce que je rappelle que, par exemple, on parle beaucoup en ce moment de la Syrie. On a quelques dizaines de Français qui sont bien identifiés, quelques femmes, et on sait qui est à peu près où, avec voilà, et donc On le sait comment? parce que on a des services de renseignement qui, depuis la chute de l'organisation terroriste à la fois en Syrie et en Irak, les services de renseignement ont eu accès à beaucoup de données qui Ah, vous voulez dire Daesh, ce qu'on a appelé Daesh, l'organisation terroriste. absolument, donc qui consignait beaucoup d'informations, donc réussir à capter de la documentation qui permettent d'identifier des individus, des Français, y compris des individus. Je sais qu'il y a plusieurs pays musulmans qui ont largement collaboré justement à cette quête du renseignement et qui nous ont donné des renseignements extrêmement précis. Je crois qu'il y a le Maroc, il y a la Turquie aussi. Ouais. Alors le Maroc, c'est, on va dire une collaboration qui est lointaine, qui est solide, avec des liens très Qui est forts historique. et plutôt historiques. La Turquie, elle est plutôt circonstancielle, hein. C'est vraiment depuis 2015 où les Turcs ont compris qu'il y avait aussi un intérêt pour eux, parce que je rappelle que la Turquie a subi aussi des attentats sur son territoire et que c'était aussi dans son intérêt de collaborer et que des Français se rendaient donc en Syrie via la Turquie et donc c'était aussi important pour la Turquie. Mais le Maroc, effectivement, a beaucoup contribué, elle contribue encore de par les réseaux qu'elle a, à la fois dans ces pays, notamment en Syrie et ailleurs, et puis de plus en plus en Afrique subsaharienne, où le Maroc aujourd'hui est un soutien très précieux pour les services de Juste renseignement. un petit moment, on va s'attarder, si vous le voulez bien, sur la chute du régime Assad, c'est-à-dire de la Syrie. La Syrie qui est tombée aux mains d'une organisation islamiste. Oui, absolument, absolument. Alors, c'est toujours le même débat, c'est-à-dire que c'est toujours essayer de maintenir une espèce d'équilibre entre l'anéantissement d'un régime, je parle du régime syrien, qui est un proxy de l'Iran, hein, je rappelle que par la Syrie transitait un certain nombre d'armes, un allié, même le bras armé d'une certaine manière, et qui permettait d'une certaine manière aussi au Hezbollah d'attaquer Israël via effectivement la Syrie. La Syrie, c'était aussi un lieu, une usine de confection d'armes pour assez sophistiquée pour le Hezbollah. Donc à un moment donné, enfin c'était aussi j'ai envie de dire la sécurité d'Israël qui rentrait en compte. C'est aussi pour des pays comme la Jordanie, comme la Turquie, comme l'Arabie Saoudite, à un moment donné, un pays qui était un producteur industriel de Captagon, qui est une drogue qui était Mais largement, c'était énorme. c'était industriel, c'était quasiment la seule source de revenus du clan Assad, hein, et qui permettait, qui était largement diffusée à la fois en Jordanie, en Arabie Saoudite et dans un certain nombre de pays, y compris la Turquie, et que Bachar el-Assad ne voulait pas stopper. Donc il y avait aussi ces réfugiés syriens présents en Irak, en Turquie, au Liban, et qui posent des vrais problèmes, notamment en matière d'intégration, qui posait un vrai problème en matière de sécurité, etc. Donc, y compris sur le plan économique. Donc, ça posait de vraies difficultés. Et puis après, il y avait ce dialogue que
Bachar el-Assad refusait avec ses oppositions, notamment sunnites, et qui, à un moment donné, a emporté toute conviction sur l'idée qu'il n'y avait rien à en tirer du régime de Bachar el-Assad, qui était un régime extrêmement sanguinaire et rigide. Et donc, du coup, il fallait faire tomber ce régime pour en installer un autre certains pays occidentaux voudraient trouver un équilibre, à savoir un islamiste, reconnu pour être un terroriste, puisqu'il était proche de al-Baghdadi, qui est ce terroriste mort, mais En Irak. en Irak, et donc il fallait trouver d'une certaine manière un équipe. La raison pour laquelle on a des délégations européennes qui se précipitent d'une certaine manière pour observer quelle va être la position. On a d'autres pays qui promettent des fonds pour reconstruire la Syrie, à la condition qu'on ne soit pas dans une logique de djihad international. Le nouveau leader Al-Jouni de Damas est plutôt un nationaliste qui refuse le djihad international. Pour le moment, il a avec lui des organisations terroristes. Il y a aussi des dizaines de Français dont on sait qu'ils sont recherchés par la justice française, qui sont dans ce périmètre. Donc c'est vraiment un leader aujourd'hui qui est sous observation. Il a donné manifestement quelques garanties. On verra ce que dira l'avenir et on verra la manière dont lui va coopérer avec les différents dirigeants des organisations qui l'ont accompagné dans sa prise de Damas. Parlez-moi un peu de cette nouvelle vague d'influenceurs, notamment algériens, dont certains vont être jugés devant des tribunaux par des tribunaux français, et qui diffusent un certain nombre d'insanités contre la France, alors qu'ils sont en France, qui vivent en France et qui gagnent de l'argent en France. Alors, moi, je mets tout ça dans ce qu'on appelle la menace un peu exogène. La menace exogène, c'est des menaces qui contre les intérêts français. On a parlé de ces organisations terroristes qui nous en veulent par rapport à ce que nous sommes ou ce que nous faisons. Ce que nous sommes pour la démocratie qui est la nôtre, les valeurs de la République, la laïcité, la liberté de caricaturer, la liberté de la presse, la liberté d'expression, parce que nous faisons, notamment ce que nous avons fait en Afrique, nous avons aidé des démocraties à se maintenir contre des réseaux islamistes, terroristes. Et puis, il y a ces États qui, quelquefois, vont utiliser des individus ou des organisations pour nous déstabiliser. C'est vrai, c'était le cas la Russie sur notre présence en Afrique. C'est le cas aujourd'hui de l'Algérie qui manifestement pousse un certain nombre d'individus à tenir des propos qui sont haineux et qui sont des propos qui sont de nature à gravement troubler l'ordre et la sécurité publique sur notre territoire. Encore heureux, la majorité des Algériens, que ce soit des Français qui ont des origines algériennes ou des Algériens qui vivent en France, n'ont pas cette logique parce qu'ils aiment notre pays. N'en demeure pas moins qu'on a quelques individus qui posent un vrai problème de par leurs propos qui tiennent sur les réseaux sociaux et qui, effectivement, méritent une sanction grave parce qu'on ne peut pas laisser proférer ce genre de menaces, ce genre d'insultes sur les réseaux sociaux. Mais comment vous expliquez cette hystérie quasiment de l'Algérie par rapport à la France en permanence? Le premier sujet qu'on a à l'esprit, c'est la reconnaissance de la France sur la province du Sahara, qui appartient au Maroc. Donc ça a été un acte très fort du président de la République, Emmanuel Macron, et donc manifestement, Sahara marocain. le Sahara marocain, c'est une province du Maroc, qui est le Sahara, et manifestement aujourd'hui, ça pose un problème à l'Algérie, qui a d'ailleurs toujours refusé de s'impliquer dans ce conflit, malgré le positionnement, le soutien constant de l'Algérie au front Polisario. Et donc, manifestement, l'Algérie ne souhaite pas que la France s'ingère dans ses affaires intérieures, mais l'Algérie veut bien s'ingérer dans les affaires intérieures de la France. Donc, c'est une position qui est une position finalement constante du président algérien, qui, à chaque fois, quand il est en difficulté, va plutôt chercher un coupable extérieur. Oui, mais Driss Aït Youssef, la France n'est pas la seule puissance qui a reconnu le Sahara occidental, en tout cas marocain. Les États-Unis et bien d'autres puissances. Ça a été le cas pour l'Espagne. On s'en est suivi une tension très forte entre l'Espagne et l'Algérie. Manifestement, les choses s'apaisent. Je ne crois pas que l'Algérie a les moyens de s'opposer aux États-Unis. Voilà, donc maintenant il faut rappeler un certain nombre de personnes un peu à la sagesse. Le président de la République a eu des mots très forts lors de son discours hier devant les ambassadeurs, en appelant l'Algérie à plus de responsabilités. Je pense que les difficultés qui sont devant nous, notamment en Afrique,
avec le réchauffement climatique et une vague migratoire qui est sans précédent et qui va continuer compte tenu du réchauffement climatique, compte tenu de l'instabilité d'un certain nombre de pays, bon, la montée en puissance des organisations terroristes vont mettre une pression sur les pays du Maghreb absolument terrible dans les années à venir. Donc il y a surtout une nécessité de se parler pour faire front commun. Alors donc, pour résumer, vous confirmez menaces sérieuses terroristes, comme le précise le nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Vous confirmez? Absolument, une menace endogène et une menace exogène, intérieure, extérieure, très fort. Absolument. Et évidemment, tout le monde est aux aguets. Absolument, et tous les services de renseignement, que ce soit du premier ou du second cercle, sont mobilisés. Le parquet national antiterroriste est mobilisé. Toutes les communautés, d'une certaine manière, du renseignement, y compris d'autres acteurs, sont aussi mobilisés parce que ça se joue aussi dans les mentalités et que l'éducation a aussi un rôle à jouer, justement, pour faire prendre conscience à chaque individu qu'il appartient à une nation. C'est cette nation française et que les libertés qui sont les nôtres aujourd'hui, elles sont intangibles, elles ne sont pas négociables et que la liberté de pouvoir caricaturer, c'est pas insulter, c'est un droit dans notre pays et c'est ce droit qu'il faut qu'on préserve à tout prix. Et ça, il faut qu'on l'explique et le réexpliquer en permanence. Vous enseignez encore? J'enseigne encore un petit peu, ouais. Merci, Driss. Merci beaucoup Charles Villeneuve.